Tout ce que vous croyez savoir sur cet oiseau est faux, y compris son nom. Vous le trouvez laid, lourd, comique. Vous vous en servez comme d'une insulte. Et pourtant, il distingue plus de couleurs que vous, il voit presque tout autour de lui sans tourner la tête, et ses ancêtres régnaient sur la terre quand l'homme n'existait pas encore. La seule chose stupide dans cette histoire, c'est l'assurance avec laquelle nous avons cessé de le regarder. Bienvenue sur Planète Animal. Le personnage d'aujourd'hui, vous le connaissez sous un nom trompeur, le dindon, autrement dit, Méléagris gallopavo. Restez jusqu'à la fin. À la moitié du film, je vous raconterai une expérience qui a révélé, chez ces mâles, une alliance à vie où l'un renonce pour toujours à toute descendance, et ce n'est ni de la noblesse, ni du hasard. Regardez sa tête. Regardez-la vraiment, comme vous ne l'avez sans doute jamais fait. Elle semble être une erreur de la nature, nue, plissée, couverte de bourrelets de peau d'un rouge violacé. Au-dessus du bec pend un appendice charnu, quelque chose entre un doigt et une goutte. Sous la gorge, un repli écarlate tremble à chaque mouvement. Et sur tout le cou, des excroissances, comme si une main distraite les avait posées là par poignées. Selon nos critères de beauté, cela frôle le repoussant. C'est précisément pour cette raison que le regard glisse sur cette tête sans s'y arrêter. Et c'est une faute. Car ce n'est ni une erreur, ni un caprice de l'évolution. Vous avez devant vous l'un des instruments les plus complexes et les plus précis de toute la basse-cour. Prenons cet appendice qui pend au-dessus du bec. Il porte un nom, le snood. Au repos, il est court, presque invisible, un petit pli mou couché sur le bec. Mais que l'oiseau s'anime, et le snood se gorge de sang, s'allonge, retombe le long du bec, parfois plus long que le bec lui-même. Le repli rouge qui frémit sous la gorge, c'est le caroncule, ou la barbe de gorge. Et cette multitude de bosses sur le cou dénudé, ce sont les caroncules. Tous faits de la même matière, une peau privée de plumes, traversée d'un dense réseau de vaisseaux, gonflés d'un tissu souple et élastique. Et c'est ici qu'apparaît la première vraie question. Pourquoi un oiseau que l'homme nourrit, protège, garde à l'abri, aurait-il besoin de toute cette machinerie coûteuse et vulnérable exposée sur sa tête? La poule se contente d'une modeste crête. Chez la plupart des oiseaux, la tête est proprement couverte de plumes. Lui, au contraire, expose une large zone de peau nue, sans défense, et l'alourdit encore d'appendices. Dans la nature, cela n'arrive jamais par hasard. Si quelque chose saute autant aux yeux et coûte autant d'énergie à l'organisme, c'est qu'un travail sérieux se cache derrière. Je l'avoue, la première fois que je me suis penché sérieusement sur cet oiseau, c'est cette tête qui m'a le plus dérouté. J'avais l'habitude de penser que l'évolution retranche le superflu. Ici, c'était l'inverse. La nature avait ajouté ce qui paraissait parfaitement inutile. Et il m'a fallu du temps pour comprendre que je regardais la chose du mauvais côté. Car cette tête n'est pas un ornement. C'est un appareil qui fonctionne. Et il fait ce que presque aucune tête au monde me sait faire. Il change de couleur. Pas en quelques jours, pas en quelques heures, en quelques secondes. À l'instant, elle était d'un bleu pâle, tranquille, laiteux. Et voilà qu'elle s'embrase d'un rouge intense, gorgé de sang. Un moment plus tard, elle a de nouveau pâli. L'oiseau ne commande pas cela consciemment, pas plus que nous ne décidons de rougir de honte ou de blêmir de peur. Mais c'est cette faculté qui fait de sa tête ce qu'elle est vraiment. Un tableau d'affichage vivant. Un écran sur lequel s'inscrit, seconde après seconde, l'état intérieur de la bête, son inquiétude, son excitation, sa disposition au combat ou à la parade. Tout ce qui se joue à l'intérieur affleure aussitôt sur sa peau. Il suffit d'apprendre à lire. Comment tient ce prodige? Le mécanisme est d'une élégance presque décevante de simplicité. Rappelez-vous de quoi sont faites toutes ces excroissances. De peau nue, criblée d'un fin réseau de vaisseaux. Les vaisseaux, voilà la clé. Quand l'oiseau est calme, les vaisseaux de la peau se resserrent, le sang y afflue peu, et la peau paraît pâle, blafarde, avec un reflet bleuté. Que l'animal s'émeuve, et les vaisseaux se dilatent d'un coup. Le sang monte à la peau, et la tête s'allume d'un rouge saturé.
Les savants nomment ces deux états la vasoconstriction et la vasodilatation, mais retenez seulement une image simple. Le calme, bleu pâle. La tempête intérieure, rouge ardent. Entre ces deux pôles, la tech bascule à une vitesse déconcertante, épousant le moindre changement d'humeur. Vous voyez donc toujours ce que l'oiseau ressent à l'instant même. Il ne sait pas feindre, sa propre peau le trahit. Et cette peau nue a une seconde tâche, bien plus terre-à-terre. C'est un oiseau lourd, massif, et la chaleur l'accable. Transpirer comme nous, il ne le peut pas. En revanche, il possède une vaste étendue de peau dénudée, richement irriguée, offerte à l'air. Par elle, la chaleur s'échappe et rafraîchit le corps de l'intérieur. Ainsi, ce que nous avions pris pour un ornement grotesque travaille en réalité à la fois comme indicateur d'émotion et comme système de refroidissement. Une seule structure, deux missions capitales. Mais revenons au snood, ce fameux appendice au-dessus du bec. Et c'est ici que commence le plus curieux. Un jour, des chercheurs se sont demandé une chose toute simple. Les femelles, elles, prêtent-elles attention à ce snood? La réponse a de quoi surprendre. Dans les essais, on proposait aux femelles des mâles qui différaient les uns des autres par divers caractères. Et il est apparu qu'une seule chose comptait vraiment à leurs yeux, la longueur du snood. Ni la taille du corps, ni l'éclat du plumage, ni la puissance de la voix. Le snood le plus long, voilà ce qui décidait de tout. Les femelles choisissaient sans hésiter les mâles au long appendice. Et les mâles eux-mêmes cédaient le passage à ceux dont le snood dépassait le leur. Quel rapport, direz-vous, entre ce pendentif mou et le choix d'un partenaire? Le rapport est immense, car ce snood s'est révélé être un passeport de santé qu'on ne peut pas contrefaire. Quand les biologistes ont observé de près les dindons sauvages, une régularité est apparue. Plus le snood du mâle est long, moins son intestin abrite de parasites dangereux. Un long snood, seul un oiseau vraiment robuste, au système immunitaire puissant, peut se permettre de le faire pousser. Un mâle affaibli, malade, ne le peut pas. Si bien qu'en choisissant le prétendant à l'appendice le plus long, la femelle choisit en réalité les meilleurs gènes pour ses futurs poussins. Elle ne le comprend pas avec sa raison. De millions d'années de sélection ont décidé à sa place. Mais son choix est précis comme une analyse médicale. Pensez-y un instant. Voilà donc à quoi sert cette tête que nous jugions difforme. Elle est à la fois un tableau des émotions, un système de refroidissement et une publicité honnête de la santé, impossible à truquer. 3 tâches dans un seul organe que nous avions décrété laid. Et ce qui me frappe, ce n'est même pas l'ingéniosité de la nature, c'est l'empressement avec lequel nous rangeons dans l'absurde tout ce que nous n'avons pas pris la peine de regarder. Reste un détail que je vous ai caché. Toutes ces bosses écarlates ne sont pas seulement des instruments. Elles sont aussi des visages. Le dessin des caroncules sur le cou est propre à chaque oiseau, unique comme le sont chez nous les empreintes digitales. Là où nous voyons une masse rouge et informe, un œil exercé lie une identité. Deux individus n'ont jamais exactement le même relief de bosse. Alors si cette tête affiche avec tant de franchise tout ce que l'oiseau éprouve, une question se lève aussitôt. Que se passe-t-il en lui lorsqu'il aperçoit soudain, en face, un autre de son espèce, là où aucun ne devrait se trouver? Dans le flanc luisant d'une voiture, dans un miroir. C'est de cette étrange guerre que nous partirons. Il ne s'envole presque pas. Il ne fuit pas devant un chien. Il ne passerait pas une seule nuit seul dans une forêt sans y laisser sa peau. Aucun dindon de basse-cour n'est capable de tout cela. Et pourtant son ancêtre sauvage, lui, en est capable. De tout, à la fois. C'est peut-être la chose la plus troublante à saisir sur cet oiseau. Sous un seul et même nom se cachent deux créatures qui n'ont presque plus rien en commun. D'un côté, la lourde masse blanche ou brune qui se dandine dans la cour, celle qu'on engraisse pour les fêtes. De l'autre, le dindon sauvage des forêts d'Amérique. Et le second est capable de choses auxquelles, en regardant le premier, on ne croirait tout simplement pas. Commençons par le vol. Le dindon sauvage vole pour de bon et vite. Lancé, il atteint dans l'air une vitesse d'environ 90 km/h. Plus vite qu'une voiture sur une route de campagne. Seulement, il ne tient pas longtemps cette allure. Son vol est une détonation brève, un jet de puissance sur une courte distance,
quelques centaines de mètres tout au plus. Mais pour échapper à un renard ou franchir un obstacle, c'est amplement suffisant. Et au sol, ce même oiseau court à près de 40 km à l'heure, se faufilant entre les troncs et les buissons. Imaginez cela un instant. Cette masse d'apparence pataude file entre les arbres plus vite qu'un homme ne saurait courir. Voilà qui pose aussitôt une énigme. Si cet oiseau est un tel athlète, s'il court et s'il vole, pourquoi diable grimpe-t-il chaque soir se percher tout en haut d'un arbre? Pourquoi un coureur pareil renonce-t-il, la nuit venue, à la vitesse qui le sauve, pour s'immobiliser sur une branche, à la merci du premier prédateur grimpeur? La réponse ne tient pas dans ses pattes, elle tient dans ses yeux. Mais nous y reviendrons. Regardons d'abord où sont placés ses yeux. Pas devant, comme les nôtres, mais sur les côtés de la tête. Une telle disposition prive le dindon de l'image en relief que nous avons juste sous le nez. En échange, elle lui offre quelque chose de bien plus précieux pour qui est traqué en permanence. Un champ de vision qui court presque tout autour de lui. Sans tourner la tête, l'oiseau embrasse à peu près les 2/3 d'un tour complet. Ce qui est devant, ce qui est sur les côtés, et presque tout ce qui se passe derrière son dos. Approchez-vous de lui sans être vu. Vous n'y arriverez pas. Qu'une chose bouge à l'extrême bord de son champ, et déjà l'oiseau s'est figé, alerté. C'est un système d'alarme presque parfait. Et ce n'est pas tout. Le dindon ne voit pas seulement large, il voit avec une netteté remarquable, et en couleur. En plein jour, il distingue des détails là où nous ne verrions strictement rien, et il perçoit les teintes plus finement que nous. Vous voulez la clé de ses combats contre son reflet? La voici. Avec des yeux aussi affûtés, il repère instantanément le rival luisant dans une surface brillante, et il réagit avant même d'avoir eu le temps de rien sous-peser. Mais tout don a son prix. Et le prix de cette acuité diurne, c'est une cécité presque totale dans l'obscurité. Le mécanisme est simple. L'œil est tapissé de cellules sensibles à la lumière. Les unes servent au grand jour et à la couleur, les autres à la pénombre et à la nuit. Or, chez le dindon, comme chez nous d'ailleurs, les cellules du jour sont innombrables, tandis que celles de la nuit sont rares. Le jour, cela le rend perçant comme un aigle. Mais dès que la nuit tombe, il cesse presque de voir. Il devient impuissant. Et là, enfin, tout s'éclaire. Voilà pourquoi le dindon sauvage grimpe chaque soir à l'arbre. Au sol, dans le noir, c'est une proie facile. Lui ne voit rien, tandis que les chasseurs nocturnes, eux, voient parfaitement. Alors, tant qu'il fait encore clair, l'oiseau s'élève haut dans la ramure, là où ne l'atteignent ni le renard ni le lynx, et là, en sûreté, il attend que passe sa nuit aveugle. Au premier rayon du soleil, quand lui revient sa vue prodigieuse, il redescend. Le perchoir nocturne n'est ni un caprice ni un hasard. C'est la conséquence directe de la façon dont sont bâtis ses yeux. Un mot de Louis, brièvement, car elle aussi est bonne. D'oreilles dressées comme chez les bêtes, l'oiseau n'en a pas. Seulement des orifices cachés sous les plumes, de part et d'autre de la tête. Et pourtant, il entend fort bien, distingue les sons à grande distance et repère assez précisément d'où ils viennent. Associé à cette vision circulaire, Louis compose un dispositif de guet presque idéal. Repérer, entendre, réagir. Le tout avant que le danger n'ait eu le temps d'approcher. Ici, je me surprends chaque fois à la même pensée. Nous tenons la finesse des sens pour une marque d'intelligence et la lourdeur pour de la sottise. Or, chez cet oiseau, l'acuité et l'impuissance nocturne cohabitent dans un même corps et coulent d'une même source, la structure de l'œil. La nature n'est jamais généreuse en tout à la fois. Pour chaque don, elle prélève son tribut. Voilà donc pour le sauvage. Reste la question qui renverse tout. Ce dindon-là court, vole, veille et se perche. Pourquoi son cousin de basse-cour, lui, ne sait plus rien faire de tout cela? La réponse tient dans une main, la nôtre. Depuis des millénaires, une seule chose intéressait l'homme chez cet oiseau, la viande, le muscle de la poitrine avant tout. De génération en génération, on a choisi et fait se reproduire les bêtes les plus lourdes, les plus charnues, et l'on a fini par obtenir ce que l'on cherchait. La poitrine du dindon domestique a enflé démesurément. Le poids a été multiplié.
Mais tout se paie. Un corps devenu si lourd ne peut tout simplement plus s'arracher du sol. Les ailes n'ont plus la force de soulever pareille masse. Nous avons obtenu une montagne de chair au prix du vol. Songez à l'écart. D'un côté, un athlète capable de foncer entre les arbres et de dormir à la cime. De l'autre, un oiseau qui peine à porter son propre poids. Le premier pèse le poids d'une bonne bûche de bois. Le second peut atteindre celui d'un enfant de 10 ans. Et c'est le même animal, séparé seulement par notre choix, répété siècle après siècle. Je vous avoue que c'est ce contraste, plus que tout le reste, qui a changé mon regard. Nous avons pris l'habitude de toiser le dindon domestique de haut, de le juger sincèrement bon à rien. Et nous oublions que sa balourdise est notre ouvrage. Ce n'est pas la nature qui l'a fait ainsi, c'est nous. Nous avons pris un coureur des forêts et nous en avons fait un tas de viande. Puis nous avons ri de sa lenteur. Mais pour comprendre vraiment ce coureur des forêts, il ne suffit pas de savoir à quelle vitesse il file et à quelle hauteur il dort. Il faut savoir de quoi il vit jour après jour, ce qu'il mange, comment il tire sa subsistance de la terre. Et c'est en fouillant ce qu'un dindon avale que l'on tombe sur l'un des ateliers les plus étranges de tout son corps. Il y a dans le cerveau de cet oiseau plus de neurones que dans celui d'un chien. Et dans son passé, plus de temps que vous ne pouvez vous le représenter. Le dindon qui arpente gravement votre cour n'est pas un lointain parent des dinosaures. Il est un dinosaure. Pas une image, pas une comparaison flatteuse. Un dinosaure vivant, à peine modifié par des millions d'années. Je sais ce que cette phrase déclenche. La première fois qu'un biologiste me l'a affirmé sans le moindre sourire, j'ai cru à une provocation d'estrade. Un dinosaure s'est empoté du poulailler? Et puis j'ai relu, vérifié, et il m'a fallu me rendre à l'évidence. Ce n'est pas une audace de vulgarisateur, c'est la position de la science, énoncée sans détour et sans guillemets. Pour que cela tienne dans la tête, il faut remonter très loin, des dizaines de millions d'années. Une distance de temps si vaste que notre esprit refuse de la contenir. À cette époque, la Terre appartenait aux dinosaures, et parmi eux vivait une branche particulière. Des chasseurs bipèdes, rapides, agiles, dressés sur leurs pattes arrière. Longtemps, on les a imaginés couverts d'écailles. On sait aujourd'hui qu'il n'en était rien. Beaucoup portaient des plumes. Et c'est ici que se lève la question qui va nous tenir. Si la plume est apparue chez des dinosaures qui ne volaient pas, à quoi pouvait-elle bien leur servir? Un oiseau vole, on comprend qu'il ait besoin de plumes. Mais un chasseur terrestre, lourd, cloué au sol, pourquoi s'encombrer d'un tel habit? La réponse ne viendra pas tout de suite. Retenez seulement, pour l'instant, que la plume a précédé le vol de très loin. Regardons ce qu'elle faisait avant d'apprendre à voler. Elle tenait chaud, d'abord. Une couche de plume autour d'un corps, c'est un manteau, ni plus ni moins, aussi efficace pour retenir la chaleur que le duvet d'une doudoune. Elle servait aussi à se dissimuler, à briser la silhouette, à se fondre dans le décor. Et elle servait à se montrer, à parader devant les siens, presque comme la tête colorée de notre dindon aujourd'hui. Tenir chaud, se cacher, séduire. Voler ne viendra que bien plus tard, comme un usage nouveau d'un outil déjà là. Alors les millions d'années ont passé, et l'une de ces branches de dinosaures emplumés s'est mise à changer, lentement. Le corps s'est allégé. Les pattes de devant se sont muées en ailes. Les plumes se sont faites plus fines, mieux taillées pour l'air. Et de ces petits dinosaures à plumes sont nés, pas à pas, les premiers oiseaux. Ce ne fut pas un saut, ce fut une pente, patiente, indistincte, sans frontière nette où l'on pourrait dire « ici finit le dinosaure, ici commence l'oiseau ». Puis vint la grande catastrophe, celle qui, il y a environ 66 millions d'années, effaça de la surface du globe les géants à écailles. Et c'est là que se joue tout le paradoxe. Les énormes dinosaures ont disparu, mais cette branche-là, la branche emplumée, a survécu. Les colosses se sont éteints, leurs descendants à plumes sont restés, et ils vivent encore. Chaque matin, ils chantent sous vos fenêtres. Voilà pourquoi les savants le disent tout net, sans la moindre précaution de langage, les oiseaux ne descendent pas des dinosaures.
Les oiseaux sont des dinosaures. Simplement devenus petits, couverts de plumes, et pour certains capables de voler. Ce qui signifie que le moineau sur le rebord, la poule dans la cour, et bien sûr notre dindon, tous sont les héritiers directs de ces êtres qui firent jadis trembler la planète. Mais une affirmation aussi énorme, on est en droit de la vouloir prouver. Non par de belles images, mais par des traces. Où sont-elles? Elles sont dans le corps même de l'oiseau, si l'on sait où chercher. Prenez ce petit os fourchu, au milieu de la poitrine, que vous connaissez peut-être sous le nom de bréchet ou d'os des vœux, celui que l'on casse à deux après le repas. Cet os n'est pas une invention d'oiseau. On le retrouve, intact, chez ces dinosaures chasseurs qui couraient bien avant le premier vol. Prenez la façon dont l'animal couve. Un dindon installe ses œufs dans un nid et les réchauffe de son corps. Des nids fossiles de dinosaures, avec les œufs disposés en couronne et l'adulte affaissé par-dessus pour les couver, on en a retrouvé. Ce n'est pas une ressemblance, c'est un héritage, transmis sans rupture le long d'une même lignée. Et la plume, revenons-y, puisque nous avions laissé la question ouverte. Pourquoi couvrir de plumes un chasseur qui ne volait pas? Vous avez maintenant la réponse sous les yeux. Parce que la plume n'a jamais été faite pour voler. Elle a été faite pour tenir chaud, pour se cacher, pour séduire. Le vol n'est venu que s'en emparer, des millions d'années plus tard. La plume n'est pas née de l'oiseau. C'est l'oiseau qui est né d'un animal déjà couvert de plumes. Regardez-le encore, maintenant que vous savez. Cette tête nue et plissée, hérissée de bosses. Ses pattes puissantes, armées de griffes solides. Cette démarche lourde, appuyée. Ce regard fixe, perçant, comme venu d'un autre âge. Il y a dans l'allure du dindon quelque chose d'ancien, de reptilien, comme si le temps avait par miracle conservé pour nous un écho vivant de cette époque. Ce n'est pas un hasard si tant de gens, en le voyant de près pour la première fois, songent aussitôt aux créatures des films. Et c'est cela, à mon sens, qui est vertigineux. Nous nourrissons ces bêtes à la main, nous les engraissons pour les fêtes, nous raillons leur allure grotesque, et nous ne mesurons pas une seconde ce que nous tenons là. Un fragment rescapé d'un monde vieux de dizaines de millions d'années, un survivant. Une créature dont les ancêtres portaient déjà des plumes quand il n'était pas encore question de l'homme, et qui a traversé la catastrophe même qui balaya les mastodontes. Arrêtez-vous une seconde là-dessus. La prochaine fois que vous croiserez un dindon, dites-vous que vous regardez, en chair et en os, un lointain cousin de ces chasseurs à plumes. Il a survécu à ce qu'eux n'ont pas survécu. Rien de ce qui l'entoure ne le sait, lui non plus. Mais c'est ainsi. Il reste pourtant une chose à comprendre pour boucler cette histoire ancienne. Un dinosaure, aussi rescapé soit-il, doit manger tous les jours. Et la manière dont cet oiseau tire sa nourriture d'une terre où traînent glands et graines dures cache l'un des ateliers les plus surprenants qu'un corps vivant ait jamais mis au point. Ouvrez le corps d'un dindon à l'endroit de l'estomac et vous y trouverez une poignée de petits cailloux. Pas avalés par erreur, choisis, gardés, mis au travail. À l'intérieur de cet oiseau tourne un moulin de pierre. Le tableau paraît absurde, et pourtant tout part d'un problème très concret. Le dindon n'a pas de dents. Aucun oiseau n'en a. Or, sa nourriture, elle, est souvent dure. Des graines à coque, des glands, des noix, des grains coriaces qu'aucune mâchoire ne vient broyer. Comment alors tirer le suc d'un aliment que l'on ne peut pas mâcher? Voilà l'énigme que la nature a eu à résoudre. Et la solution qu'elle a trouvée est d'une brutalité magnifique. L'estomac de l'oiseau se divise en deux ateliers. Le premier travaille par la chimie, comme le nôtre, en baignant la nourriture de suc. Mais le second est une chambre musculaire aux parois épaisses, dures comme un poing serré. On l'appelle le gésier. Et c'est là qu'interviennent les cailloux. Le dindon avale volontairement de petits graviers, du sable, de menues pierres. Ils s'accumulent dans cette poche musculeuse, et le gésier, en se contractant, les écrase les uns contre les autres avec l'aliment pris entre eux. La pierre fait le travail de la dent. Les graines les plus dures y sont réduites en bouillie. Prenez la mesure de la force en jeu. Ce n'est pas un léger malaxage. Ce muscle broie avec une puissance qui dépasse de loin celle de nos propres mâchoires. Imaginez un mortier de cuisine.
ce bol de pierre où l'on pile les épices, mais logé à l'intérieur d'un être vivant et qui travaille tout seul, sans relâche. Voilà ce que le dindon transporte en permanence dans son ventre, une meunerie de cailloux. Les pierres s'usent, s'arrondissent, finissent par passer, et l'oiseau en avale simplement de nouvelles. Le moulin ne s'arrête jamais. Je vous avoue que c'est un de ces détails qui, une fois connus, change la façon de voir une bête entière. Nous regardons un dindon picoré sur le sol et nous croyons le voir manger de la terre au hasard. En réalité, il s'approvisionne. Il choisit ses meules. Il entretient son outil. Voilà donc l'énigme du départ résolue. Un oiseau sans dents vient à bout des graines les plus dures grâce à une meule de pierre qu'il porte en lui. Mais ce moulin ne servirait à rien s'il n'y avait pas, d'abord, de quoi le remplir. Et là, le dindon sauvage se révèle d'une souplesse qui explique en grande partie sa survie. C'est un mangeur peu difficile et d'une polyvalence remarquable. Son menu compte des centaines de choses différentes, et c'est précisément l'une des raisons pour lesquelles il a tenu bon dans la nature. Il n'est pas rivé à un aliment unique. Il prend ce que la forêt donne, selon la saison. Cette souplesse est sa meilleure assurance contre la famine. Il se nourrit au sol, arpentant sans hâte le tapis de feuilles mortes, le grattant de ses pattes. De la litière, il tire des graines, des noix, des racines, il picore les jeunes pousses, les bourgeons, les baies. Mais il ne s'arrête pas au végétal. Le dindon attrape avec appétit tout ce qui rampe et tout ce qui saute. Scarabées, sauterelles, araignées, escargots, chenilles. Qu'un petit lézard, une grenouille, un serpenteau croisent sa route, et il ne les laissera pas passer. Pour un oiseau que nous rangeons d'office parmi les paisibles herbivores, voilà un chasseur autrement vif et complet. Et ce menu se transforme au fil des saisons, avec une logique qui lui est propre. Au printemps et en été, quand tout pousse et que grandissent des poussins voraces, l'oiseau se jette sur la verdure fraîche et surtout sur les insectes. L'insecte, c'est de la protéine, et la protéine, c'est la croissance et la force, exactement ce dont on a le plus besoin à l'âge tendre. Puis l'automne vient, et la forêt laisse tomber au sol sa vraie richesse, les glands et les noix. C'est l'heure du festin. Les dindons s'en gavent, remplissent leurs jabots, amassent la graisse qui devra les porter à travers la disette de l'hiver. Une saison en nourrit une autre. Sur cet hiver, justement, il faut s'arrêter, car c'est lui qui, année après année, décide qui vivra et qui ne vivra pas. Quand le gel s'installe et que la neige recouvre tout, les oiseaux changent brusquement de vie. Ils bougent le moins possible pour ne pas gaspiller la chaleur et les forces. Ils vivent alors surtout sur la graisse amassée à l'automne et sur les glands qu'ils dénichent sous la neige. Et ils se rassemblent en grandes bandes. On n'y est plus au chaud, on y a plus d'yeux pour repérer le prédateur, et à plusieurs, il est plus facile de trouver de quoi manger. Mais l'hiver a sa face impitoyable. Si la neige tombe épaisse et molle, atteindre la nourriture au sol devient presque impossible. L'oiseau s'enfonce, s'épuise, ne parvient plus à se sustenter. Et lorsqu'une telle neige s'attarde des semaines, beaucoup de dindons meurent, les jeunes et les faibles d'abord. Ainsi, le rude hiver, à lui seul, sans le moindre chasseur, a de siècle en siècle contenu le nombre de ces oiseaux. Un régulateur naturel, cruel, mais efficace. J'aime à me représenter le dindon sauvage de cette manière, ni comme un futur plat, ni comme la brute de la basse-cour, mais comme un ouvrier à part entière d'une immense entreprise forestière. En grattant la litière et en avalant les insectes, il tient en bride la petite faune, y compris, soit dit en passant, les tiques, celles-là même qui colportent des maladies dangereuses. Un seul de ces oiseaux peut en gober des centaines en une journée, travaillant comme un infatigable agent sanitaire de la forêt. Les graines et les baies qu'il a englouties, il les redistribue ensuite alentour, aidant les plantes à se répandre. Retirez le dindon de la forêt, et la forêt s'en apercevra. Et c'est le bon moment pour vous passer la parole. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà croisé un dindon, sauvage dans un sous-bois ou domestique au coin d'une ferme. Qu'est-ce qui vous a frappé chez lui? Ce que vous avez remarqué de vos propres yeux vaut souvent mieux que bien des livres, et je lis tout ce que vous écrivez. Vous vous souvenez, au tout début, je vous ai promis une expérience. Celle qui a mis au jour, chez ces mâles, une alliance à vie, où l'un renonce pour toujours à toute descendance.
Le moment est venu, et il faut d'abord poser un décor. Car cette alliance étrange ne se comprend que si l'on a vu d'abord ce qui se joue au printemps, quand ces oiseaux paisibles se transforment en artistes acharnés et se disputent, à mort presque, le droit d'être choisis. Un matin d'avril, dans une clairière du sud des États-Unis, un observateur posté à l'aube note l'heure et retient son souffle. Devant lui, un mâle se déploie. La queue s'ouvre en éventail, immense, dressée comme une roue. Les plumes du corps se hérissent, les ailes tombent et raclent le sol. La tête s'embrase, le snood s'allonge de toute sa longueur, les caroncules gonflent et flamboient. En quelques secondes, l'oiseau terne a doublé de volume. Et il n'est pas seul à jouer cette scène. À ses côtés, un second mâle fait exactement de même. Nous nous étions quittés au seuil de cette carrière. Entrons-y vraiment. Car ce que fait le dindon au printemps porte un nom qui lui va mal. On parle de parade, comme s'il s'agissait de coquetterie. Ce n'est pas de la coquetterie, c'est un examen. Commençons par le spectacle lui-même. Si vous avez entendu un dindon de près, vous ne l'oublierez pas. Un appel roulant, guttural, bouillonnant, qui déferle d'un coup sur toute la contrée. Ce cri, seul le mâle le lance, et il retentit le plus fort au printemps. C'est sa carte de visite, son annonce jetée à la ronde. Je suis là, je suis fort, je suis prêt. C'est un signal à longue portée, taillé pour ceux que l'oiseau ne voit même pas. Pour les femelles qui peuvent rôder aux alentours, et pour les rivaux à qui il vaut mieux se tenir à distance. D'un seul cri, il invite et il avertit à la fois. Puis, quand une femelle approche, la voix ne suffit plus, et tout le corps entre en scène. L'oiseau se fait roux, comme un paon. Il grandit, il flamboie. Et voilà que se lève la question qui va nous tenir. Toute cette débauche de couleurs, de postures et de bruit, à quoi rime-t-elle vraiment? Est-ce une simple vantardise, un panache dépensé pour rien? Car la femelle, elle, regarde. Et la vraie question est de savoir ce qu'elle regarde exactement dans ce déluge de signaux. Reprenons dans l'ordre. Chaque détail de cette scène porte une information précise. La taille de la queue déployée, l'éclat de la tête, la longueur du snood. Il y a aussi sur la poitrine du mâle adulte un signe qu'on remarque moins et dont il faut dire un mot. Un pinceau de fils noirs et raides qui pend, tel une brosse ou une petite barbe. On l'appelle la barbe, mais ce n'est pas le repli de peau sous la gorge. C'est une touffe de plumes modifiées, dures au toucher, rêches comme du fil de fer, qui pousse droit sur le poitrail. Et voici ce qu'elle a de remarquable. Cette barbe s'allonge toute la vie, un peu chaque année. Sa longueur trahit donc l'âge de l'oiseau. Une longue barbe, c'est un mâle vieux, expérimenté, survivant envers et contre tout. Elle aussi fonctionne comme un signal honnête, une preuve de maturité qu'on ne peut pas contrefaire. Voilà donc la question résolue. Ce théâtre n'est pas de la frime. C'est un bulletin de santé déployé de toute son ampleur. La femelle lit chaque ligne. La voix, la couleur, le snood, la barbe, la roue. Elle évalue, elle compare, et elle choisit le meilleur père pour sa descendance. Le mâle, lui, ne peut rien mentir, car chacun de ses ornements coûte de la vigueur, et seul un oiseau vraiment sain peut se les offrir tous. Ce qui m'a toujours étonné ici, c'est la somme d'efforts qu'une bête investit dans un seul instant d'approbation. Tout un système de sons, de couleurs, de postures et de mouvements, et tout cela pour être choisi. En ce sens, le dindon est un artiste bien plus fin qu'on ne le croit sur le pas d'une ferme. Et maintenant, la promesse du début. Souvenez-vous, je vous avais annoncé une expérience, une alliance à vie, où l'un renonce pour toujours à toute descendance. La voici. Revenons à nos deux mâles qui paradaient côte à côte dans la clairière. Cette scène-là intrigue depuis longtemps les biologistes, car elle heurte le bon sens. Pourquoi deux rivaux s'exhiberaient-ils ensemble quand une seule femelle est en jeu? Ce que les chercheurs ont observé chez ces oiseaux est ceci. Dans certaines populations, des mâles s'associent par deux, souvent des frères, et paradent en équipe. Mais l'un des deux seulement se reproduit. Le second, tout au long de sa vie, aide son partenaire à se pavaner, à impressionner, à écarter les autres, et ne laisse lui-même aucune descendance. Aucune.
Il consacre toute son existence à faire triompher un autre. Vu de l'extérieur, cela ressemble à un sacrifice, presque à de la noblesse. Ce serait mal comprendre. Ce comportement, les scientifiques l'interprètent tout autrement, et l'explication est glaçante de logique. Ces deux mâles sont frères. Ils partagent une grande part de leur gène. Or, ce qui compte, à l'échelle de l'évolution, ce n'est pas qu'un individu se reproduise, c'est que ces gènes passent à la génération suivante. Deux frères qui paradent ensemble sont bien plus impressionnants qu'un mâle isolé, et remportent bien plus souvent la faveur des femelles. Le mâle dominant a donc beaucoup plus de descendants grâce à son frère qu'il n'en aurait eu seul. Et le second, celui qui ne se reproduit pas, il ne perd pas la partie. Car les petits de son frère portent une bonne part de ses propres gènes. En aidant son frère à réussir, il fait passer indirectement son propre héritage. C'est ce que les biologistes nomment la sélection de parentèle. Le sacrifice apparent est en réalité un calcul, non pas conscient, mais inscrit dans les gènes par des millions d'années de tri. Pensez-y un instant. Ce que nous prenons pour un renoncement admirable est une stratégie froide, aussi comptable qu'un bilan. L'oiseau ne décide rien. Il ne connaît ni son frère, ni ses gènes au sens où nous l'entendrions. Mais le résultat est là, d'une précision redoutable. Perdre sur soi pour gagner sur le sang partagé. Voilà donc ce que cachait la parade. Non pas un caprice de couleur, mais un examen implacable, et parfois une alliance plus retorse encore, où deux existences se plient à une même arithmétique invisible. Mais la parade a une fin. Tôt ou tard, la femelle a fait son choix, et au vacarme éclatant du théâtre succède une toute autre saison, silencieuse, dissimulée, pleine de périls, celle du nid, à laquelle presque personne ne songe en regardant plastronner le mâle. Un dindon s'immobilise au milieu de la clairière. Rien n'a bougé que vous puissiez voir. Mais à l'extrême bord de son regard, quelque chose a tremblé. Une ombre, un frisson dans l'herbe. Et déjà tout son corps s'est figé. Il regarde un monde que vous ne verrez jamais. Entrons-y. Nous avons dit que cet oiseau voit large et voit net, mais nous n'avons pas dit le plus étrange. Ce qu'il voit du monde n'est pas seulement plus vaste que notre vision, c'est une autre palette. Et voici la question qui va nous tenir. Que perçoit le dindon que nous, littéralement, sommes incapables de percevoir? Pour le comprendre, il faut descendre au fond de l'œil. La rétine, cette paroi sensible au fond du globe, est tapissée de minuscules cellules qui captent la couleur. On les nomme les cônes. Vous en possédez 3 types. Un pour le rouge, un pour le vert, un pour le bleu. Tout l'arc-en-ciel que vous connaissez, chaque nuance de chaque tableau, de chaque coucher de soleil, naît du mélange de ces 3 seuls capteurs. 3 couleurs de base et rien de plus. C'est déjà beaucoup, mais c'est peu à côté de l'oiseau. Car le dindon, comme la plupart des oiseaux, possède un 4e type de cône, un capteur de plus. Et ce 4e détecteur s'ouvre sur une région de la lumière qui vous est fermée à jamais, l'ultraviolet. Cette lumière existe, elle baigne le monde en plein jour, elle est partout autour de vous en ce moment même. Simplement, vos yeux n'ont pas l'outil pour la lire. Les siens, oui. Arrêtez-vous là-dessus une seconde. Tentez seulement de vous imaginer une couleur que vous n'avez jamais vue et ne verrez jamais. Vous ne le pouvez pas. C'est aussi impossible que d'expliquer le rouge à quelqu'un qui serait né sans le voir. Voilà pourtant, à peu près, l'écart qui vous sépare du regard de cet oiseau. Là où vous mélangez 3 couleurs, il en mélange 4. Son monde n'est pas le vôtre en plus vif. C'est un monde avec une dimension de couleur en plus. Une pièce dont vous ne franchirez jamais la porte. Que fait-il de ce don? Beaucoup de choses nous échappent encore, et je préfère le dire franchement, sur ce point, les biologistes avancent encore prudemment. Mais une piste est solide. Bien des plumes qui nous semblent ternes renvoient en réalité l'ultraviolet et brillent, aux yeux d'un autre oiseau, d'un éclat que nous ne soupçonnons pas. Ce théâtre nuptial dont nous parlions tout à l'heure, cette roue déployée, cette tête embrasée, se joue peut-être en partie sur une scène qui nous demeure invisible. Le mâle affiche des couleurs que la femelle lit et que nous, spectateurs myopes, ne verrons jamais. Voilà donc une part de la question résolue. Le dindon perçoit une 4e couleur, un pan entier de la lumière qui nous est interdit.
Mais ce prodige diurne, rappelez-vous, a son revers, et il éclaire d'un jour nouveau un comportement que nous avons laissé de côté. Reprenons cette histoire de reflet que nous avions à peine entr'ouverte. Un dindon se rue sur le flanc luisant d'une voiture, sur une vitre sombre, sur toute surface qui brille, et il frappe, se gonfle, s'acharne contre un adversaire qui n'existe pas. On y voit de la sottise pure. C'est une erreur d'appréciation. Avec des yeux d'une acuité pareille, réglés pour le grand jour, l'oiseau repère à l'instant la silhouette d'un rival dans la surface brillante. Il réagit avant même d'avoir eu le temps de rien peser, à supposer qu'il en soit capable. Dans son monde, le miroir n'existe pas. L'évolution ne l'a jamais préparé à rencontrer son propre double. Il en tire donc la seule conclusion qui, pour lui, est un sens. Un intrus est là, et il ne recule pas. Alors il attaque. La finesse de ses yeux ne le trahit pas, elle le piège. Et la nuit, tout se retourne. Ces mêmes yeux, si riches sans capteur du jour, sont presque dépourvus de capteurs de la pénombre. Le soir venu, l'oiseau perçant devient un aveugle. Vous connaissez déjà le prix qu'il paie pour cela. La montée obligée dans l'arbre. Mais mesurez la logique. La même rétine qui lui offre une couleur de plus le condamne à ne rien voir dès que le soleil se couche. Le don et la peine coulent du même organe. Il n'y a pas que les yeux. Écoutez maintenant. D'oreilles apparentes, l'oiseau n'en a pas, seulement 2 orifices dissimulés sous les plumes de chaque côté du crâne. Et pourtant, il entend remarquablement. Il capte des sons faibles à grande distance et surtout, il situe leur provenance avec précision. Cette localisation compte plus que tout. Dans une forêt épaisse où le regard ne porte pas loin, savoir d'où vient un craquement, à gauche ou à droite, devant ou derrière, c'est savoir de quel côté fuir. L'oreille prend le relais là où l'œil se heurte au tronc. Assemblez maintenant les deux, la vision qui embrasse presque tout le pourtour et l'ouïe qui repère la source du moindre bruit. Vous obtenez un dispositif d'alerte d'une efficacité rare, repéré par l'œil, confirmé par l'oreille, décidé aussitôt. C'est ce dispositif, ce guet permanent, qui a permis à un oiseau aussi lourd de traverser les âges au milieu des prédateurs. Je vous avoue que c'est là, dans ce monde sensoriel, que ce dindon m'a le plus surpris. Nous jugeons les êtres à l'aune de nos propres sens, comme si notre fenêtre sur le monde était la seule, ou la meilleure. Or, celui-ci voit une couleur de plus et l'ignore, entend ce qu'il ne voit pas et s'y fie, vit dans une réalité qui recouvre la nôtre sans se confondre avec elle. Nous partageons la même clairière, le même matin d'avril, et nous n'habitons pas le même monde. Et si cet oiseau perçoit tant de choses, s'il lit son semblable jusque dans l'invisible et reconnaît les siens à la voix, alors une vieille accusation devient soudain difficile à tenir. Celle qui le poursuit partout, qui a fini par s'incruster dans notre langue même. On le dit bête, on dit sot comme un dindon. Il est temps de regarder si cette réputation résiste à l'examen. En 1492, des marins européens touchent une terre neuve et croient dur comme fer avoir atteint les Indes. Ils se trompent de continent tout entier. Cette erreur-là, ils vont la coller à tout ce qu'ils rencontrent, aux habitants qu'ils baptisent Indiens, et bientôt à un grand oiseau qu'on leur montre là-bas. Cet oiseau porte aujourd'hui, dans presque toutes les langues du monde, un nom qui pointe vers un endroit où il n'a jamais vécu. Vous croyez le nommer chaque fois que vous le nommez. En réalité, vous répétez une méprise vieille de 5 siècles. Et le plus étrange, c'est que ce n'est pas une méprise, mais toute une collection. Commençons par démêler le fil, car il en vaut la peine. La vraie patrie de cet oiseau, la seule, c'est l'Amérique du Nord et le Mexique. Il n'a jamais mis une patte ailleurs avant que l'homme ne l'emporte. Mais alors d'où vient que tant de peuples, en le nommant, aient visé si loin de sa maison? Voilà l'énigme. Un oiseau, une origine unique, et une pluie de noms qui la manquent tous. Suivons d'abord l'erreur française, la vôtre. Quand cet oiseau arrive chez nous, on le prend pour un volatile venu des Indes, ces Indes fantômes que les explorateurs croyaient avoir atteintes. On l'appelle donc la poule d'Inde. Poule d'Inde. Dites-le vite, plusieurs fois, et écoutez ce qui se passe. Poule d'Inde, d'Inde, d'Inde.
Le nom que vous employez aujourd'hui n'est que cette vieille expression tassée, usée par la bouche, réduite à une seule syllabe. D'Inde, c'est l'Inde qui dépasse encore, fossilisée dans le mot. Vous prononcez une faute de géographie chaque fois que vous parlez de cet oiseau à table. Et la France est loin d'être seule. Regardez tourner la même erreur d'une langue à l'autre. Le russe le nomme d'après l'Inde, lui aussi. Le turc le nomme d'après l'Inde. Le néerlandais l'appelle d'un mot qui renvoie à Calicut, un port indien. Partout, l'Inde, 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 un pays qui n'a jamais rien eu à voir avec lui. Et là où l'on ne dit pas l'Inde, on se trompe d'une autre façon. Le portugais l'appelle le Pérou, une région d'Amérique du Sud dont l'oiseau n'est pas davantage originaire. Certains peuples d'Asie le nomment la poule hollandaise. Ailleurs, on a parlé du coq d'Éthiopie ou du coq de mer. Chacun désigne une provenance et chacun se trompe de porte. Tout un monde s'est disputé l'adresse de cet oiseau et personne ne l'a deviné. Je vous avoue que la première fois que j'ai vu la liste complète alignée, je l'ai relue 2 fois. Car ce n'est pas une bévue isolée, une langue distraite parmi des langues justes. C'est un concert d'erreurs, chaque peuple ajoutant la sienne, et toute fausse. Voilà donc une part de l'énigme éclaircie. Presque partout, le nom de l'oiseau pointe vers une fausse patrie. Mais il reste le cas le plus retors de tous, celui de l'anglais. Et il mérite qu'on s'y arrête, car il mêle 2 oiseaux en un seul quiproquo. En anglais, cet oiseau se nomme d'après la Turquie. Le mot désigne littéralement le pays turc. Or, il n'a pas plus de rapport avec la Turquie qu'avec l'Inde. Comment cela? L'histoire vaut le détour. Bien avant que l'oiseau américain n'arrive, une autre volaille circulait déjà en Europe. La pintade, un oiseau africain. Les marchands la faisaient venir en passant par les terres de l'Empire ottoman, par les négociants turcs. Si bien qu'en Angleterre, on avait pris l'habitude de l'appeler la poule de Turquie. Puis les Espagnols rapportent du Mexique ce nouvel oiseau, grand, imposant, vaguement ressemblant. Et les Anglais, sans y regarder de trop près, décident que c'est la même curiosité d'outre-mer. Ils lui transfèrent le vieux nom. Voilà comment l'oiseau vedette de la grande fête américaine porte le nom d'un pays où il n'a jamais posé la patte, à cause d'un autre oiseau, venu, lui, d'ailleurs encore. Et puisque nous parlons de confusion savante, il faut convoquer celui qui, en principe, aurait dû mettre de l'ordre. En 1758, le grand naturaliste qui donna leur nom latin à des milliers d'espèces se penche sur notre oiseau. Le nom qu'il lui attribue est presque un aveu. Il l'assemble à partir de 3 autres bêtes. Un mot grec ancien qui désignait la pintade, celle-là même de la confusion anglaise, un mot pour le coq, un mot pour le paon. Pintade, coq et paon cousus ensemble en une seule appellation. Comme s'il disait, à sa manière, « Je ne sais trop ce que c'est, alors je le nommerai à travers 3 oiseaux qu'il n'est pas. » Y a-t-il là de l'embarras ou une forme d'honnêteté? Un peu des deux, sans doute. Vous voyez ce qui se dessine. Le même oiseau porte à la fois 2, 3, 10 noms géographiques, et pas un ne tombe juste. L'anglais nous expédie en Turquie. Le français, le russe, le néerlandais nous renvoient aux Indes. Le portugais nous égare au Pérou. Et la vraie réponse, tout ce temps, c'était le Mexique. Ce plateau sec où poussent l'agave et le mesquite. Une double, une triple erreur, figée dans les langues pour des siècles. Il y a là pour moi un rappel salubre de la façon dont fonctionne le savoir humain. Nous baptisons à la hâte, sur une première impression, sur une ressemblance de hasard. On croit reconnaître ce qu'on voit, on plaque dessus un nom déjà connu, et l'affaire est classée. Puis des peuples entiers, des siècles durant, répètent l'erreur du premier venu sans jamais la questionner. L'oiseau porte sur lui 2 ou 3 de ces méprises à la fois, et il ne s'en porte pas plus mal. Le nom faux nourrit tout aussi bien que le nom juste. Songez-y la prochaine fois que ce mot vous viendra à la bouche. Vous ne dites pas le nom de l'oiseau. Vous dites le nom d'un vieux malentendu, transmis de génération en génération, poli par l'usage jusqu'à paraître naturel. La faute est devenue le mot, et plus personne n'entend la faute. Mais si le monde entier s'est trompé sur l'adresse de cet oiseau, il ne s'est pas trompé sur son importance. Car cette bête que personne ne savait situer, un peuple, lui, l'avait apprivoisée bien avant l'arrivée des Européens, et un autre, plus tard,
allait la hisser au centre d'un jour sacré et jusque dans une querelle sur ce qui devait représenter une nation tout entière. C'est cette histoire-là, faite d'autels anciens et de tables de fête, qu'il nous faut maintenant remonter. Presque 40 kilogrammes. C'est le poids du plus lourd de ces oiseaux jamais enregistrés, pesé lors d'un concours à Londres en décembre 1989. Le poids d'un gros chien. Le poids d'un enfant de 10 ans. Un oiseau qui, à l'état sauvage, dort perché sur une branche et que la main de l'homme a gonflé jusqu'à cette démesure. Voilà où mène une longue histoire commencée bien loin de nos tables de fête. Cette histoire ne débute pas avec nous. Elle débute avec des peuples que nous avons longtemps sous-estimés. Bien avant l'arrivée des Européens, cet oiseau était déjà domestiqué en Amérique. Et voici la première surprise, qui pose aussitôt notre question. Qui, le premier, a fait de ce coureur des forêts un animal de basse-cour? La réponse, longtemps, on l'a crue simple. Elle ne l'est pas. On a d'abord pensé à un unique foyer, quelque part au cœur du Mexique. Les Aztèques et leurs prédécesseurs élevaient l'oiseau depuis des siècles avant notre ère. Pour eux, il n'était pas qu'une viande. Il comptait dans l'économie et dans les rites. On utilisait ses plumes, on l'offrait. C'était l'un des plus anciens animaux domestiqués du Nouveau Monde, façonné par les Amérindiens bien avant que le reste de la planète n'en soupçonne l'existence. Jusque-là, l'affaire semblait entendue. Un peuple, un lieu, un oiseau. Mais la génétique est venue compliquer ce joli tableau, et je trouve la suite plus belle encore. En comparant l'ADN d'oiseaux domestiques anciens, retrouvés dans des sites archéologiques, les chercheurs ont mis au jour quelque chose d'inattendu. Cet oiseau n'a pas été apprivoisé une fois. Il l'a été au moins 2 fois, séparément, par des peuples différents. Un foyer au centre du Mexique, et un second, tout à fait indépendant, plus au nord, dans le sud-ouest de l'actuel territoire des États-Unis, chez les ancêtres des Pueblos. 2 peuples, sans se concerter, sans se connaître, ont regardé le même oiseau sauvage et ont décidé, chacun de son côté, d'en faire un compagnon. La domestication n'a pas eu un berceau, elle en a eu 2. Voilà donc notre première question résolue. Cet oiseau ne doit pas sa vie de ferme à un peuple, mais à 2, chacun l'ayant apprivoisé pour ses propres besoins. Puis vinrent les Espagnols. La grande volaille leur plut, ils l'emportèrent par-delà l'océan, et elle se répandit dans toute l'Europe à une vitesse remarquable. Trop avantageuse pour qu'on s'en prive, grande, savoureuse, robuste. En quelques décennies, la voici sur les tables et dans les cours du vieux continent, servie, dit-on, jusque dans les repas de noces des rois. Et c'est en Amérique, sa vraie patrie, qu'elle allait connaître son destin le plus éclatant. Il existe là-bas un jour que presque aucune famille ne passe sans cet oiseau au centre de la table. Une fois l'an, des millions de foyers se rassemblent, et c'est lui qui devient le cœur du festin. D'habitant des forêts, il s'est mué en symbole du foyer, de l'abondance, de la chaleur familiale, un rôle dont, bien sûr, il ne sait rien. En 1863, un président en fit une fête nationale, et l'oiseau s'y installa pour de bon, roi malgré lui d'une célébration entière. Mais l'histoire la plus fameuse ne se joue pas à table. Elle touche à la politique, et elle est fausse. Ou plutôt, à demi-fausse, ce qui est pire, car c'est ainsi que naissent les légendes tenaces. Beaucoup l'ont entendu. Un des pères fondateurs de l'Amérique, un savant et homme d'État illustre, aurait sérieusement proposé de faire de cet oiseau l'emblème national du pays, à la place de l'aigle qui figure aujourd'hui sur les armes. L'image est belle, l'anecdote court partout. Et voici comment démêler le vrai du faux, car il y a bien un fond réel sous la fable. Aucune proposition officielle ne fut jamais déposée, rien devant aucune assemblée. Tout tient à une lettre privée adressée à sa fille, écrite bien après les faits. Dans cette lettre, il s'en prend en effet à l'aigle, mais à sa façon, avec ironie. Un dessin d'aigle sur un emblème lui déplaisait. Il plaisanta en disant qu'il ressemblait plutôt à notre oiseau. Puis, poussant l'idée, il compara les 2 volatiles. L'aigle, il le jugea de mauvais caractère, vivant d'un commerce malhonnête. De l'oiseau, au contraire, il parla avec une tendresse inattendue. Un oiseau bien plus respectable, écrivit-il, un authentique natif d'Amérique, un peu vaniteux et un peu sot, certes, mais courageux à sa manière. Voilà tout. Pas un projet d'État, pas un discours enflammé.
une remarque piquante dans une lettre de famille. Mais la remarque était si juste, si charmante, qu'elle prit son envol toute seule. Un siècle plus tard, elle s'était transformée en légende, celle de l'oiseau qui faillit devenir l'emblème d'une grande nation. La plaisanterie a survécu à son auteur et s'est chargée de détails qu'il n'avait jamais eus en tête. Combien de nos certitudes historiques, je me le demande, ne sont que des boutades ainsi grossies par le temps? Il y a dans cette affaire une ironie qui, décidément, poursuit l'oiseau partout. Le même animal est à la fois objet de respect et plat principal. On le porte au nu comme symbole et on le sert en sauce. Nul n'incarne aussi bien notre rapport contradictoire aux bêtes que ce grand pénu, important et perpétuellement dévalué. Et cette contradiction a nourri, autour de lui, une moisson de sottises pures, ces racontards de basse-cour qui passent de bouche en bouche. Prenez celle-ci, qu'on répète avec admiration. L'oiseau digérerait n'importe quoi, jusqu'au ver et au fer. Comme souvent, un fait réel gît sous l'exagération. Vous savez déjà qu'il broie sa nourriture avec des pierres avalées. De là à croire qu'il fond le métal, il y a tout l'espace du fantasme. Il avale du gravier, rien de plus. Autre légende, il ne supporterait pas le rouge et foncerait sur tout ce qui en porte, comme le taureau sur la muleta. Double erreur. Le taureau lui-même ne réagit pas à la couleur, mais au mouvement, car il distingue mal les teintes. Et notre oiseau, souvenez-vous, n'est pas provoqué par le rouge. C'est la silhouette mouvante d'un rival qui le déclenche. D'ailleurs, le seul qui rougit vraiment, c'est lui, quand sa tête s'emplit de sang. Ne craignez donc pas de vous habiller de rouge à ses côtés. Presque chacune de ces fables, remarquez-le, est née d'un fait vrai, ensuite enflé ou retourné. Nous inventons rarement à partir de rien. Le plus souvent, nous regardons mal, et nous préférons l'exagération à la vérité plus modeste. Or, si l'on cesse un instant d'exagérer, l'histoire réelle de cet oiseau réserve un vertige que nulle légende n'égale, celle du jour où il a bien failli disparaître pour de bon. Dans les années 30 du siècle dernier, on entreprit de compter ce qu'il restait de cet oiseau à l'état sauvage sur tout un continent. Le résultat glaça les naturalistes. Environ 30 000 individus. 30 000 pour une espèce entière sur un territoire aussi vaste que l'Amérique du Nord. C'est le nombre de spectateurs d'un grand stade. À peine de quoi remplir des tribunes, et c'était là tout ce qui subsistait d'un oiseau qui, jadis, couvrait les forêts par troupes innombrables. Comment tombe-t-on de troupes innombrables à un stade? Voilà la question, et elle est plus sombre qu'il n'y paraît. Car un oiseau si prolifique, si robuste, ne s'effondre pas tout seul. Il a fallu pour cela une conjonction de coups. Remontons-là. Autrefois, ces oiseaux peuplaient les forêts d'une immense partie du continent. Ils étaient si nombreux qu'ils paraissaient une évidence, une ressource sans fond, de celles qu'on ne songe même pas à ménager. Or, c'est justement avec ces espèces-là que la nature se montre le plus impitoyable, car l'homme les croit inépuisables et les traite comme tels. On a bâti les forêts pour les champs, pour les villes, pour les routes. Et la forêt, pour cet oiseau, c'était tout à la fois. La table, l'abri, le lit sur les hautes branches. La forêt disparaissait, l'oiseau disparaissait avec elle. À cela s'ajouta une chasse que rien ne bornait. On le tirait toute l'année, autant qu'on voulait, sans un regard pour le lendemain. Deux lames, la hache et le fusil, refermés sur la même bête. Et l'on arriva ainsi, au début des années 30, à ce chiffre à peine croyable. 30 000. L'oiseau se tenait au bord même du gouffre. Encore un peu, et il rejoignait ces espèces que nous avons perdues pour toujours, et que nous ne connaissons plus que par des dessins. Mais ici, l'histoire fait volte-face. Les hommes se ressaisirent. On comprit qu'il fallait sauver l'oiseau, et le sauver vite. La première idée fut la plus évidente. Élever ces oiseaux en captivité et les relâcher dans les bois. Et voici la seconde énigme de cette volte-face, car cette idée, si logique en apparence, échoua presque entièrement. Pourquoi? Vous détenez déjà la réponse, si vous vous souvenez de tout ce que nous avons dit. Les oiseaux nés en cage ne connaissaient rien à la vie libre. Ils ne savaient pas fuir un prédateur, ni lire les alertes du monde, ni se percher à temps. Lâchés dans la forêt, ils mouraient vite. Rappelez-vous ce que nous avons vu, cette prudence extrême, ce guet permanent de l'œil et de l'oreille,
cette montée obligée dans l'arbre chaque soir. Rien de tout cela ne s'apprend dans un enclos. On ne dresse pas la méfiance, on ne l'enseigne pas. On l'hérite de parents sauvages, et d'eux seuls. Un oiseau élevé à l'abri est un oiseau désarmé. Alors on imagina autre chose, et cette fois cela marcha. La méthode fut aussi simple qu'ingénieuse. Plutôt que d'élever des oiseaux naïfs, on alla capturer, là où il en subsistait encore, de vrais oiseaux sauvages, aguerris, qui savaient vivre. Et on les transporta par groupes entiers vers les contrées où ils avaient jadis vécu et d'où ils avaient été exterminés. De vrais survivants, rusés, transplantés sur des terres vides. Et là, ils prirent. Ils s'installèrent, se reproduisirent, repeuplèrent la forêt d'eux-mêmes. On ne réintroduisait pas des débutants, mais des maîtres de la vie sauvage. Pensez-y un instant. Le salut n'est pas venu d'une prouesse technique, d'un laboratoire ou d'une machine. Il est venu d'une idée juste, que la sagesse de survivre ne se fabrique pas, qu'elle se déplace seulement d'un lieu à un autre, dans le corps d'oiseau qui la portait déjà. On a transporté du savoir vivant. En quelques décennies, on déplaça de la sorte plus de 200 000 oiseaux, et le miracle eut lieu, car je ne vois pas d'autre mot. L'espèce, réduite à 30 000 têtes, est revenue. Aujourd'hui, on compte en Amérique du Nord bien plus de 7 millions de ces oiseaux sauvages. Une bête qui frôlait l'extinction n'a pas seulement tenu bon, elle a de nouveau rempli les forêts. C'est l'une des plus convaincantes démonstrations qu'un animal poussé au bord du néant par la main de l'homme peut, par cette même main, être ramené à la vie. Voilà donc la seconde question résolue. Élever des innocents ne servait à rien, déplacer des experts à tout sauver. Et savez-vous ce qui me remue le plus dans cette histoire? Ce ne sont pas les chiffres, si spectaculaires soient-ils, c'est la minceur du fil. Un peu plus de lenteur, un peu plus d'indifférence, et nous parlerions aujourd'hui de cet oiseau au passé. On ne l'a pas sauvé par un prodige, mais par une décision prise à temps. Il arrive que tout tienne à cela. Et pourtant, gardons-nous de croire l'histoire close, l'énigme entièrement résolue. Car cet oiseau que nous mangeons depuis des siècles, que nous croyons connaître par cœur, garde encore ses zones d'ombre pour la science. On débat toujours de l'ampleur exacte de son répertoire de sons, ce langage riche de plusieurs dizaines de signaux distincts dont on peine à dresser le catalogue complet. On étudie encore comment son génome a été façonné par cette double domestication que nous évoquions. On s'interroge sur la finesse réelle de sa mémoire, sur ce qu'il reconnaît, sur ce qu'il retient. Là où l'on croyait une bête simple et lue jusqu'au bout, les chercheurs trouvent des questions ouvertes. Je vous avoue que c'est peut-être cela, au fond, la plus belle nouvelle. Nous n'en avons pas fini avec cet oiseau. Il reste, dans ce compagnon si familier, de quoi surprendre encore ceux qui l'observent sérieusement. La créature que nous avons ramenée du bord de l'abîme n'a pas livré tous ses secrets à ceux qui l'ont sauvé. Alors, il ne nous reste plus qu'une chose à faire. Revenir au commencement, à cette tête plissée que nous jugions grotesque, et regarder d'un seul coup d'œil tout le chemin parcouru. Car il est temps, maintenant, de voir cet oiseau tout entier. Il n'est pas beau, il n'est pas gracieux, il n'est pas intelligent au sens où nous aimons mesurer l'intelligence. Et pourtant, aucun des mots méprisants que nous avons posés sur lui n'a résisté à l'examen. Pas un seul. Voilà où nous en sommes, au terme de ce chemin, et le moment est venu de le regarder tout entier, d'un seul coup d'œil. Revenons à cette tête plissée par laquelle tout a commencé. Souvenez-vous, elle nous paraissait une erreur de la nature, une difformité posée là, sans raison. Vous savez maintenant qu'elle n'est rien de tel. C'est un instrument d'une précision rare, qui travaille dans 3 registres à la fois. Un tableau où s'inscrivent, seconde après seconde, toutes les émotions de l'oiseau. Un système de refroidissement pour les chaleurs de l'été, et un bulletin de santé impossible à falsifier, sur lequel la femelle lit sans se tromper le meilleur des pairs. Ce que nous avions jugé superflu et ridicule s'est révélé pensé jusqu'au moindre repli. Et il en va ainsi de tout. Nous avons souri de son caractère batailleur, et derrière ce prétendu mauvais coucheur s'est ouverte une organisation stricte et juste, où chacun connaît sa place et la tient. Nous l'avons pris pour un balourd, incapable de se porter lui-même, et pendant ce temps vivait, tout à côté, son ancêtre sauvage, coureur fulgurant entre les troncs,
perçant en plein jour, dormant à la cime des arbres. Une bête qui a frôlé l'anéantissement et qui en est revenue. Nous avons haussé les épaules devant la femelle silencieuse, et elle jeûnait près d'un mois sur son nid, immobile, exposée, risquant sa vie pour des petits qu'elle n'avait pas encore vus. Nous lui avons donné 2 noms faux, et nous avons répété, des siècles durant, l'erreur d'un autre sans jamais l'entendre. Nous l'avons rangé parmi les sceaux, et il reconnaît les siens à la voix, garde en tête la carte de son domaine, et parle une langue faite de dizaines de signaux. Mais le plus grand renversement, vous le connaissez à présent. Derrière la banalité d'une cour de ferme, se cachait un dinosaure vivant. Un fragment rescapé d'un monde vieux de dizaines de millions d'années. Une créature dont les ancêtres portaient déjà des plumes quand l'homme n'existait pas, et qui a franchi la catastrophe même qui effaça les géants à écailles. Nous le nourrissons à la main, et nous ne mesurons pas qui nous tenons là. Vous voyez du même regard tout ce que nous avons parcouru. Chacun des défauts que nous lui prêtions était en vérité une qualité vue du mauvais côté. Nous avons ri de ce que nous n'avions pas pris la peine de comprendre. Il suffisait de s'arrêter une fois, de regarder vraiment, pour qu'apparaisse un être complexe, ancien, à sa manière accompli. Sa peau nue dit tout ce qu'il éprouve. Son gésier de pierre broie ce qu'aucune dent ne mord. Son œil ajoute au monde une couleur que le nôtre ignore. Son corps a traversé les âges, et l'extinction, et notre propre appétit. Il ne connaît rien de tout cela. Il ne sait pas qu'il porte en lui la mémoire d'un monde disparu. Il avance simplement, dans la lumière du matin, à la lisière du même bois que jadis. Alors, si un jour vous croisez cet oiseau, dans une cour, au bord d'un champ, ou seulement derrière la vitre d'un magasin, ne passez pas votre chemin trop vite. Arrêtez-vous une seconde. Regardez cette tête que vous trouviez laide, ces pattes lourdes, ce regard venu du fond des âges. Dites-vous que, sous cette allure familière, veille un survivant plus ancien que toutes nos histoires, et qu'au-dessus de nos tables de fête, en ce moment même, plane l'ombre légère d'un dinosaure que nous avions oublié de reconnaître. Merci d'être resté jusqu'au bout avec moi. Si ce récit a changé votre façon de voir un oiseau si ordinaire, laissez un pouce levé et abonnez-vous à la chaîne. Une autre histoire vous attend déjà, et un autre animal que nous croyons connaître.